Ils sont l'avenir de l'agriculture et choisissent de transformer leur métier en passion. Nous sommes fiers de les accompagner pour faire de leurs rêves un projet de vie. Groupe coopératif Dinaco soutient la relève agricole en offrant aux jeunes producteurs des programmes comprenant soutien financier et formation adaptée à leur réalité. Cette semaine, au Pied Ferme, on parle de sélection génétique des animaux. Quels sont les critères de sélection? Comment améliorer la performance de l'animal et comment la prise de données sur celui-ci peut permettre un meilleur rendement en viande? Mais tout d'abord, qu'est-ce que la sélection génétique? Lorsqu'on parle de production animale ou végétale, Mme Simard, on parle aussi d'amélioration génétique. Qu'est-ce que l'amélioration génétique? L'amélioration génétique, c'est qu'on ramasse finalement, on enregistre, on inscrit dans des logiciels les performances de nos animaux, soit les performances en engraissement ou en maternité, ou tout dépendant de l'animal. On va mettre ça, c'est ça, on enregistre ça, puis ensuite, on va sélectionner les animaux qui ont des meilleures performances pour ensuite les réutiliser pour la reproduction. OK. Fait que c'est une donnée individuelle qui est par la suite mise en collectivité, si on peut dire, ou analysée en groupe? Oui, les données sont prises individuellement. Ensuite, on essaye de voir par rapport à la moyenne du groupe, là. Et on le compare aux autres? Comment on fonctionne exactement? Oui, souvent, on va le comparer à la moyenne du troupeau. Si c'est un animal qui est supérieur à la moyenne, c'est un animal qu'on va souvent on va garder puis qu'on va utiliser là, comme futur reproducteur. OK. Quand on parle d'élevage, bovin laitier ou bovin de boucherie, comme exemple, c'est complètement différent au niveau sélection génétique. Oui, chez le bovin de boucherie, on va sélectionner en fonction de la croissance, du rendement en viande, tandis que chez le bovin laitier, on va sélectionner en fonction de la production laitière principalement, du pourcentage de matière grasse et de protéines dans le lait. OK. Puis quand on parle, exemple, en production ovine, les moutons sont pas tous élevés surtout pas pour la laine. Non. Non, en production ovine, souvent, il va y avoir des animaux qui vont être élevés pour faire des futures femelles reproductrices. Ces femelles-là, on va les sélectionner en fonction de leur production laitière, de leur prolificité, c'est-à-dire leur nombre de bébés qui sont en mesure d'avoir. Puis il y a d'autres, on va avoir des races qu'on dit plus paternelles, qu'on va sélectionner en fonction du gain moyen quotidien, l'indice de conversion, qui est la quantité d'aliments nécessaires pour produire 1 kg de viande, puis en fonction du rendement carcasse, là, principalement. Fait qu'on parle, Mme Simard, d'informations au niveau performance de l'animal. Mais quand on arrive pour comparer les animaux entre eux, qu'est-ce qu'on documente en plus là, pour faire le lien et avoir l'information précise? Bien, c'est ça. Souvent, les animaux pur sang vont être enregistrés. On peut comparer les animaux qui proviennent d'élevages différents. Puis ensuite, ça nous permet de savoir c'est qui leurs parents. Si on veut acheter une femelle, bien, on a, avec son enregistrement, bien, ça nous donne le nom des parents. Ça permet aussi de savoir si l'animal est apparenté avec les animaux qu'on a à la ferme. Ça évite aussi la consanguinité. On a parlé tout à l'heure, Mme Simard, de performance individuelle. Mais quand on est dans un groupe d'individus et qu'on veut les comparer entre eux, comment on arrive à faire tout ça? Bon, premièrement, c'est que la performance d'un animal, c'est égal à son génotype plus l'effet de l'environnement. Nous autres, qu'est-ce qu'on veut? C'est d'éliminer le plus possible l'effet de l'environnement. Donc, il y a des formules mathématiques qui sont là, qui sont, sans trop entrer dans les détails, là, qui sont faites là, pour justement faire le calcul pour que tous les animaux là, soient évalués de façon uniforme. OK. Fait qu'on puisse les comparer entre eux, les ramener sur un point zéro, si on peut dire. Zéro, oui. OK. On a parlé beaucoup de génétique, mais si on regarde au niveau phénotypique, comment les éleveurs arrivent à se comparer entre eux au niveau phénotypique, justement, au niveau de la conformation de l'animal? Il y a des standards qui sont faits là, au niveau de la conformation. Il y a comme un modèle qui existe comme étant l'animal parfait, puis on compare un peu à cet animal-là. Là.
côté pieds et membres. Là. Après ça, on évalue s'ils sont supérieurs ou inférieurs à la moyenne. Là. Une vache va être évaluée, on prend, mettons, les pieds et membres, côté la croupe. Chaque aspect est évalué, puis c'est souvent dans les fiches, mettons dans la fiche d'une vache ou d'un taureau, ça va indiquer si l'animal est supérieur ou inférieur à la moyenne ou au modèle, là, selon les différents critères de conformation. À ce moment-là, ça permet à l'éleveur, supposons que si il veut inséminer une vache qui a un défaut au niveau des pieds et membres, bien, il va utiliser un taureau qui va avoir des pieds et membres supérieurs, donc pour améliorer justement son défaut de pieds et membres. Bien, au niveau du CDPQ, on est 7 conseillers techniques ou techniciens formés, accrédités. C'est bien important de le dire, accrédités, parce que c'est pas nécessairement monsieur, madame, tout le monde qui peut faire ça. Il faut vraiment aller sur un principe de standardisation des mesures. Pour ça, on a des processus d'accréditation et le CDPQ est très impliqué au niveau canadien parce que on a une personne, en l'occurrence, c'est moi, qui est le responsable canadien, ça s'appelle officier national au niveau des normes ultrasons. Donc, je collabore avec le Centre canadien pour maintenir les standards dans la prise de mesure au niveau des porcs, chez les porcs, et on essaie d'impliquer les mêmes choses au niveau de la production ovine, au niveau canadien, pour se comparer. Je parlais d'animal, de découpe à l'abattoir, de rendement de viande, etc., l'utilité, mais c'est surtout à l'intérieur d'un programme d'évaluation génétique. On est en aide à tous les éleveurs pour qu'ils puissent choisir les meilleurs sujets. Pas simplement sur une base d'appréciation visuelle, un bel animal bien conformé, bien développé, qui a une belle longévité, des beaux caractères de race, mais on veut savoir aussi c'est quoi son potentiel à l'intérieur. Et côté viande, c'est les ultrasons qui nous permettent d'évaluer ce potentiel-là. Ma fonction principale est responsable de la prise de mesure au niveau des appareils ultrasons dans différentes espèces. On a commencé à le faire au niveau du porc, bien évidemment, mais au fil des années, on a été approché par d'autres espèces, entre autres pour l'agneau, l'industrie ovine pour le bœuf, et on a fait quelques essais aussi dans le cerf rouge et dans le sanglier. On prend des données sur les animaux vivants, consommation, gain de poids, et ensuite, selon les caractères qu'on a étudiés, ensuite, lorsque les animaux atteignent le poids d'abattage, qu'ils soient en race pure ou en croisée ou en F1, dépendamment des programmes génétiques qu'on veut valider, on va à l'abattoir et on collecte de l'information sur des morceaux de viande précis, sur lesquels on a pris des mesures aux ultrasons, à savoir la teneur en gras, ce qu'on appelle aussi le persillage ou le marbling de la viande. On a des appareils ultrasons qui nous permettent, sur l'animal vivant, d'estimer ou de mesurer le contenu du gras intramusculaire de la pièce du muscle. Mais à l'abattoir, le muscle devient de la viande. Donc, on veut faire des parallèles pour ajuster nos facteurs de mesure sur l'animal vivant. Et on procède aussi à ça en abattoir pour le porc. Il y a des essais qui sont faits dans l'agneau et dans le bœuf. Ça fait pas mal le tour de la question de l'utilisation des appareils ultrasons au service du développement de la génétique de différentes espèces. Lorsqu'on est au niveau de la sélection des animaux, on va bien sûr faire la sélection dans le but de produire des veaux, des jeunes veaux. Mais quand on regarde au niveau de l'élevage, il y a certaines strates au niveau de l'élevage et au niveau des poids. Comment ça fonctionne exactement? Bien, au départ, dans le fond, ça commence au niveau des troupeaux vaches-veaux, qui, dans le fond, c'est que les vaches mettent bas. Puis, par la suite, souvent, les veaux sont vendus à soit des semi-finisseurs ou des finisseurs. Puis, dans le fond, c'est ça, à partir de la naissance, après, ils tombent à la semi-finition. Puis après ça, ils retombent à la finition. Comme nous, on est à la période de finition. C'est que là, à la semi-finition, dans le fond, c'est surtout le développement musculaire. Puis à la fin, nous, on dépose plus le gras pour avoir notre persillage, puis notre qualité de viande qu'on recherche. On parle bovin de boucherie. Quand on parle bovin de boucherie, quelle est la différence fondamentale entre un bovin de boucherie et une vache laitière? Bien, c'est sûr qu'on ne veut pas atteindre ces deux buts différents qu'on essaie d'atteindre avec une vache laitière puis un bovin de boucherie.
Puis quand on regarde les bovins de boucherie, la conformation est quand même très différente, là. Bien, dans le fond, au niveau des bovins de boucherie, c'est plus un gros cube qu'on va avoir. On veut des animaux qui sont larges, qui sont profonds, puis qui ont beaucoup de place pour déposer de la viande, puis avoir des bons rendements au niveau de l'abattage par la suite, là. Fait qu'on veut un gabarit qui est suffisamment grand pour recevoir de la nourriture, puis après ça, suffisamment fort pour porter cette viande-là qui est transformée par la suite. Oui, mais quand tu dis grand, si tu parles de la grandeur du bovin, il ne faut pas non plus que ce soit trop grand. On recherche une moyenne. On ne veut pas un bovin trop petit ni trop grand. Il ne faut pas aller penser que ça prend un bovin qui est très grand. Okay. On va regarder beaucoup la longueur, la profondeur aussi, la largeur, comme il disait tantôt. Mais quand on veut arriver à ce résultat-là, au niveau génétique, au niveau sélection, conformation, qu'est-ce qu'il y a de disponible sur le marché? Bien, en fait, en gros, il y a deux classes de races différentes. Il y a des races qui sont plus terminales, des races paternelles, qui, eux, sont là pour nous apporter des bons rendements de viande, puis des rendements en viande maigre. Puis on a de l'autre côté des races maternelles, anglaises, qui, eux, dans le fond, ils apportent une qualité de viande meilleure avec du persillage, puis en bout de ligne, dans le fond, la viande, il faut qu'elle ait un bon rendement en viande, maigre, puis il faut qu'elle soit en même temps bien persillée. Fait que faut jouer avec les combinaisons des deux races, des deux types de races pour arriver au résultat qu'on veut. Qu'est-ce qu'on recherche chez le maternel et chez le paternel? Bien, le maternel, c'est sûr qu'on va rechercher une vache qui est maternelle, qui est laitière, qui va être fertile. Puis pour le paternel, ça va être beaucoup la musculature, le gain, là, c'est vraiment différent. Quand on joue avec les deux types de races, il y a des producteurs qui travaillent en pur sang, qui ne font pas de croisement, tandis qu'il y a d'autres qui font un croisement. Quand ils font un croisement, comment on appelle ça et comment ça fonctionne exactement? Dans le fond, c'est que quand on fait un croisement de deux races, c'est qu'on essaye d'aller chercher la vigueur hybride, que ça, dans le fond, c'est un bonus qu'on a, en fait, en croisant deux races. Puis c'est avec ça qu'on peut travailler pour avoir des meilleurs résultats, là, que à l'intérieur d'une même race, dans les races pures, bien, il faut y aller avec les meilleurs individus de la race. Tandis que quand on joue avec différentes races, bien, on y va plutôt dans le sens de... On y va avec les forces et les faiblesses de chaque race, là. On cherche un peu la recette parfaite, dans le fond, pour créer le meilleur bovin possible. Je vous invite maintenant à en apprendre un peu plus sur la prise de données sur l'animal et de quelle manière l'alimentation peut faire une différence sur le rendement en viande. Fait que la vigueur hybride, c'est une façon d'aller chercher une plus-value. Mais si les producteurs, quand on arrive en élevage pur sang, puis qu'on veut aller plus rapidement au niveau de l'amélioration génétique, est-ce qu'il y a des outils qui sont quand même disponibles sans faire de croisement, parce qu'on veut surtout pas faire le croisement en pur sang? Bien, il y a l'insémination artificielle qui permet d'avoir accès à des mâles qui sont vraiment génétiquement supérieurs. Souvent, les mâles qui sont dans les centres d'insémination, là, ils ont suivi une évaluation génétique qui permettent de déterminer là, que c'est des mâles qui vont être capables de transmettre des bonnes performances à leur progéniture. Okay. Puis il y a aussi la génomique qui est de plus en plus utilisée. La génomique, ça permet de détecter les gènes, là, de faire un petit peu la séquence de gènes qui sont dans le code génétique de l'animal, ce qui va permettre, surtout pour les animaux dont la croissance est plus lente, comme le bœuf, c'est plus long. Fait que avoir l'évaluation génétique du taureau et de sa progéniture, ça prend quand même quelques années. Donc, avec la génomique, ça nous permet d'avoir plus rapidement une évaluation de ses performances futures parce que c'est inscrit dans le code génétique. OK. Fait que de cette façon-là, ça nous permet de vraiment aller beaucoup plus rapidement parce que le code génétique, dès la naissance ou même à partir d'un embryon, on est capable de l'avoir? Oui, on est pas capable d'avoir ça à partir de n'importe quelle cellule de l'animal, que ce soit d'embryon ou bien... Embryon, on ne l'utilise pas, mais c'est surtout chez les veaux là, qu'on va prendre... qu'on va faire l'évaluation qu'on dit génotypique là, de l'animal. OK. Fait que c'est là qu'on a décodé l'ADN et c'est là qu'on est capable d'aller chercher vraiment sur tel ou tel chromosome l'information précise là, des performances. Puis jumelé avec la performance des parents, okay. Ça va venir préciser un petit peu la fiabilité de la valeur génétique de l'animal.
parce que oui, on a une valeur génétique pour l'animal, mais plus, si je prends par exemple le taureau, plus le taureau a de progéniture, bien, plus la fiabilité de sa valeur génétique, elle va être grande parce qu'on évalue sur un grand nombre de sujets. Tandis qu'avec la génomique, on n'est pas obligé d'attendre l'évaluation de sa progéniture. Donc, ça va donner quelque chose de beaucoup plus précis. Plus précis, plus rapidement et économiquement rentable, vu qu'on va... Vu qu'on n'a pas besoin de, tu sais, le temps d'élever le taureau jusqu'à temps qu'il soit adulte, en mesure de se reproduire. Donc, si l'animal, si on se rend compte après quelques progénitures que l'animal n'est pas nécessairement intéressant génétiquement, bien, avec la génomique, on peut s'en rendre compte beaucoup plus tôt. Donc, on n'a pas besoin de perdre du temps et de l'argent à élever l'animal. Le but de la prise de mesure avec des appareils ultrasons, c'est vraiment de mesurer avec précision, avec une méthode qui est sans douleur pour l'animal, un muscle au niveau de son corps. Ce muscle-là est un bon indicateur de l'état d'engraissement de l'animal et de son développement musculaire. Et ces mesures-là, reliées à une formule développée par l'industrie, est un indicateur du rendement en viande de l'animal lorsqu'il est mort, de sa carcasse. Donc, pendant qu'il est vivant, à des périodes bien précises, on procède, les éleveurs nous appellent, on procède à l'évaluation des animaux, donc avec une pesée de l'animal pour avoir son poids, l'identification, et à l'aide des appareils ultrasons, on va mesurer à un site bien précis un muscle. Dans toutes les espèces, c'est le même muscle. C'est le muscle de la longe, celui qui sert à faire vos côtelettes, vos ribeyes pour le bœuf, etc. C'est un muscle qui définit bien l'animal au niveau de son engraissement et de sa musculature. Le principe des ultrasons, c'est on applique une sonde qui contient plusieurs cristals qui, eux, vibrent et envoient un signal à l'intérieur de l'animal et le signal est retourné et transmis sur un écran en représentation graphique en 2D. Donc, on a une représentation de la côtelette de l'animal ou du muscle de l'animal avec sa couverture de gras, l'épaisseur de gras qu'il y a en dessous de la peau et juste au-dessus du muscle. Un coup que les mesures sont prises, on peut calculer la profondeur ou l'épaisseur du gras dorsal et la profondeur ou la surface du muscle qui nous indique le potentiel de l'animal à l'intérieur d'un programme d'évaluation génétique. Les animaux étant identifiés avec un poids, on met toutes ces mesures-là, ça s'en va à l'intérieur d'un programme d'évaluation génétique et par rapport à un groupe contemporain, les animaux obtiennent des valeurs ou un indice de potentiel génétique en fonction de ces paramètres-là, du gras dorsal et du muscle d'œil de la longe. Il y a d'autres paramètres, mais en ce qui nous concerne, notre travail correspond à faire cela. On a parlé de la conformation tout à l'heure des bovins de boucherie. Au niveau des endroits où on veut de la rondeur, où on veut de l'épaisseur, puis la couche de gras, c'est qu'est-ce qu'on recherche habituellement? Bien, en fait, c'est surtout au niveau des fesses, on veut une bonne musculature, puis on veut qu'il y ait de la viande. Puis c'est aussi au niveau du dos, de l'œil de longe, qu'on veut que ça soit bien rempli. Puis c'est là que, dans le fond, la meilleure viande allait, puis c'est celle qui a le plus de valeur là, sur le marché. Là. OK. Fait que la façon de savoir, oui, il y a un aspect poids, mais il y a aussi un aspect finition visuelle globale. Comment on l'évalue, justement? Bien, comme l'œil de l'ange, comme il disait, mettons sur le dos, ça, c'est dans le fond, l'œil de l'ange et chaque bord de la colonne vertébrale, si on veut. Là. Puis quand on regarde le bovin, on voit comme la colonne, comme un petit creux, puis ça remonte chaque côté. Là. Ça, c'est un bovin qui est prêt. Là. Après ça... Bien, au niveau à l'arrière, bien, ou la tache de queue, là, quand on voit qu'on perd, c'est tout rempli. Dans le fond, on voit plus, tout est perdu ensemble, on va dire. Là, ça, c'est un signe aussi qu'on approche là, l'état final. Là. Ouais. Bien, au départ, à la naissance, le veau pèse environ 90-100 livres. Il reste sous les mers pendant à peu près 6-7 mois. Puis à partir de là, ils sont sevrés, puis ils tombent dans la phase qu'on appelle semi-finition. Puis à partir de là, ils vont se rendre à peu près jusqu'à 1 an.
Puis après ça, à partir de là, ils tombent dans la dernière phase, qui est vraiment la phase de finition, qui, elle, peut durer, dans le fond, ils vont être rendus à environ 16-17 mois d'âge, puis ils vont avoir atteint à peu près 1400-1500 livres pour les mâles, puis les femelles sont un petit peu plus légères. Là. On est dans le cadre d'un projet étudiant que vous avez fait ici pour la finition de vos bouvillons. Assez particulier au niveau de l'alimentation. Le bovin ne mange pas nécessairement uniquement des fourrages ou des céréales. Il y a d'autres choses que vous avez ajoutées dans le cadre d'un test. Oui, bien justement, les deux bovins qu'on voit à l'arrière, eux, sont nourris avec des patates. On rajoute, en fond, ils ont du foin, du maïs et des patates. Des patates qu'on nage, dans le fond, comme des frites. Patate par patate. Puis les bovins aiment vraiment ça. Ils aiment ça, les patates. Là. Puis ils en ont quand même une bonne quantité par jour. Là. Fait que la quantité, c'est... Puis les patates, en fait, c'est des patates de rebut là, qui ont été rejetées pour la consommation humaine, mais pour les bovins, c'est bien parfait. Puis, dans le fond, on a beaucoup d'économies de coûts d'alimentation par rapport à ça. Là. Le gain qu'on a pour nos bovins est un peu plus faible qu'au maïs, mais le coût est beaucoup moins... Parce qu'on les a eu, nous, ils nous ont été donnés par un producteur qui, dans le fond, lui, il ne pouvait pas les vendre. OK. C'est assez particulier. On va manger souvent de fois la viande avec des patates, des frites, et là, eux mangent la patate avant que... Exactement. C'est exactement. Fait que votre projet, c'est quand même assez nouveau comme essai, ou bien ça se fait dans d'autres fermes du Québec? C'est quelque chose qui est utilisé, mais ça dépend souvent de la disponibilité des patates. Là, parce que nous, vu que c'était un test, c'était pas un gros volume, mais pour un troupeau alimenté aux patates, mettons, à l'année, ça prend quand même un bon volume. Là. Ça fait que ça prend un producteur de patates qui est proche pour avoir une entente avec lui. Là. Ça prend aussi une certaine façon d'alimenter les bovins avec les patates, parce qu'on peut pas les donner... Bien, nous, on les donne pas rondes, là, parce que probablement, rondes, il n'y avait pas envie de les manger. Là. C'était pas, ils trouvaient pas ça appétant, puis on avait peur aussi peut-être pour qu'ils s'étouffent. Là. Donc, c'est sûr qu'un producteur de... Nous, c'est pas long quand même à faire patate par patate, là, mais avec un troupeau, c'est autre chose. Il faut trouver une manière de le donner convenablement. OK. Fait que ça se fait, mais sinon, si c'est un grand troupeau, là, ça vire patate, si on peut dire. Ça tombe patate à l'eau. Pilée. Patate pilée. OK. Pour conclure cette émission, nous nous interrogeons sur les visées de cette démarche et sur la durée du processus d'élevage afin d'atteindre un maximum de rendement en viande. Lorsqu'on regarde les producteurs qui font des expositions agricoles, dans ce cas-là, ils veulent aller comparer la conformation, mais y a-t-il d'autres choses qui est évaluées en même temps lorsqu'ils participent à l'exposition? Non, les expos agricoles, là, souvent, là, c'est la conformation là, qui est évaluée. C'est vraiment qu'est-ce qu'on est capable, qu'est-ce qu'on voit. Okay. Et non nécessairement la fiche là, de la vache. C'est vraiment l'aspect physique là, de l'animal qui est évalué dans les expos agricoles. Pourquoi les éleveurs aiment faire des expos agricoles? C'est souvent pour mettre en valeur leur génétique, pour par la suite vendre des animaux à d'autres producteurs. Un producteur, bon, qui va arriver premier dans les classements, bien, ça veut dire que, visiblement, il y a des beaux animaux, là, avec des belles conformations. Donc, c'est intéressant pour les acheteurs d'acheter ces animaux ou les enfants ou des embryons de ces animaux-là. Souvent, le fait qu'on sache le nom des parents de l'animal va aussi donner de la valeur à l'animal, là, ou le contraire, là, tout simplement. Parce que souvent, si le père a eu des filles qui ont eu des excellentes performances, qui sont connues, bien souvent, si c'est une fille du même taureau, bien, ça peut être intéressant pour l'acheteur à ce moment-là. Quand on arrive, on a vu qu'il y a des catégories de poids, puis là, ici, vous êtes en finition. En finition dans des races données, parce que vous avez présentement là, différentes races qui sont présentes sur le site. La finition n'est pas au même poids pour chacune des races. Non, bien, en fait, le bovin est considéré fini à environ 1400-1500 livres. Mais le début de la phase finition est plus au niveau de 900 000 livres. Puis, avant ça, bien, le veau passe à la phase semi-finition plus à 450-500 livres. Fait que c'est vraiment quand on le retire avec la mère à l'automne, règle générale, que là, il passe dans la seconde phase, si on peut dire. Oui. OK.
Fait que, comme vous mentionnez, gain moyen quotidien, conversion alimentaire, il y a beaucoup d'aspects économiques dans l'amélioration génétique. Oui, quand on parle du gain moyen quotidien, plus il est élevé, bien, moins de temps ça va prendre avant que l'animal atteigne l'âge de l'abattage. Donc, ça prend moins de temps, donc c'est économiquement là, intéressant. OK. Puis il y a tout l'aspect aussi au niveau tendreté, bien sûr, du produit, s'il est plus jeune. Oui, c'est ça. Mais plus un animal est jeune, normalement, là, la viande est beaucoup plus tendre qu'un animal qui est âgé. Ce qu'on veut, ce qui est recherché dans l'industrie, suite aux demandes des consommateurs, c'est d'avoir une viande qui est de plus en plus maigre et un animal qui est de plus en plus musclé. On veut avoir une belle côtelette dans notre assiette, mais pour ça, il faut le mesurer. Si on ne mesure rien, on ne peut pas s'améliorer. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on prend une mesure, on peut augmenter ou obtenir un résultat supérieur. On fait aussi un lien entre la prise de mesure sur l'animal vivant et ce qui se passe à l'abattoir au niveau de la découpe et de la qualité et du rendement en viande. On compare nos mesures, on a des sessions, pas des sessions, mais plus des projets financés par l'industrie, par des partenaires qui nous amènent à collecter des données sur l'animal vivant en termes de prise alimentaire, à savoir comment chaque animal de génétique différente utilise ce qu'il va manger et comment il va s'en servir. Pour son entretien, oui, mais en termes de dépôt de muscles et dépôt de tissu adipeux, quelle lignée, quel animal, quelle génétique va utiliser au meilleur de lui-même le potentiel de la nourriture? Parce que chacun l'utilise à sa façon. Puis ce qui est important pour l'industrie, c'est d'identifier de la génétique qui maximise l'alimentation en termes de consommation, de conversion, etc. Le génotypage consiste à déterminer l'identité d'une variation génétique sur une partie ou sur l'entièreté du génome. Cette technique d'identification est standardisée et automatisée par des robots. Le génotypage permet d'étudier l'espèce du point de vue de la diversité génétique, de l'évolution, des liens entre la génétique et la pathologie et de la variation économique. Différentes techniques peuvent être utilisées et elles sont rapides, peu coûteuses et très efficaces. Ils sont l'avenir de l'agriculture et choisissent de transformer leur métier en passion. Nous sommes fiers de les accompagner pour faire de leurs rêves un projet de vie. Groupe coopératif Dinaco soutient la relève agricole en offrant aux jeunes producteurs des programmes comprenant soutien financier et formation adaptée à leur réalité.